Bonjour, nous sommes le dimanche 2 août, il est 19 h, je viens d'entamer une promenade avec Goliath qui a déjà pris la poudre d'escampette et donc je suis en train de le rattraper et je vais vous parler aujourd'hui du génotype APOE. C'est la capsule 3, on va approfondir les différents génotypes APOE, les 3 polymorphismes APOE3, E4 et E2 par ordre de fréquence. Le 3 est de loin le plus fréquent, c'est d'ailleurs mon cas, donc je connais bien le problème. Et le 3 va impliquer une diète high fat, low carb, riche en graisse, pauvre en hydrates de carbone. Ce principe va devoir s'appliquer à tous vos repas, à tous vos snacks, à toute votre alimentation. Il faudra constamment garder à l'esprit une nécessaire prépondérance des graisses sur les hydrates de carbone. La proportion de protéines est toujours assez stable dans tous les génotypes parce que les régimes ne peuvent être ni hyperprotéinés ni hypoprotéinés. Donc les protéines, c'est à peu près 20%, entre 18 et 23, 25% de l'alimentation, éventuellement maximum. Et aucune autre solution n'est possible. Donc ça va toujours être une répartition entre les graisses et les hydrates de carbone. Et le 3, il faut beaucoup de graisse et il faut peu d'hydrates de carbone, sans excès. Donc nous ne sommes pas du tout dans les tendances de régime cétogène, parce que le cétogène pour les E3 va générer, ça va très bien marcher pour la perte de poids initiale, mais ça va générer au bout d'un moment une fatigue éventuellement franche qui se règle immédiatement dès que vous reprenez un repas riche en glucides. Donc ça, c'est quand même pas le but. Le but n'est pas de vous fatiguer avec votre diète. Et puis, si ça ne se traduit pas par des fatigues, ça va se traduire par des pulsions sucrées qui sont très difficiles à contrer. Et donc, le corps se rebelle. En cas de 3, il se rebelle face à un régime de type cétogène. Ce n'est pas la même chanson pour les E2. Retenez bien ça, nous terminerons par les E2 dans cette 3e capsule sur la génomique, si nous en avons le temps. On verra un peu, j'essaie de vous faire des capsules pas trop longues. Et puis, vous voyez Goliath là dans le... Oui, hein, le voilà, il arrive. Hein, oui, le voilà. Il a pris un peu de retard maintenant. Et donc, high fat, low carb, c'est beaucoup plus court à dire que la phrase complète en français. Vous devrez rechercher, évidemment, très important ce que je vais dire ici, une panoplie de graisses. Okay? Pas high fat ne veut pas dire manger que du beurre. Hein? Je vois que j'ai des patients qui corrigent leur alimentation en fonction de cette directive, on va appeler E3 pour faire court, et il la corrige en se bourrant de beurre. Bon, ce n'est pas exactement ce que j'ai demandé, moi. Moi, j'ai demandé quelque chose de beaucoup plus équilibré. Il faut aller balayer tous les types de graisses. Il faut des graisses animales, il faut des graisses végétales. Les graisses animales sont les grands groupes de graisses qui sont d'ailleurs dans les produits animaux associés à des protéines, et c'est facile à résumer. Ce sont les produits laitiers, ce sont les viandes, ce sont les œufs, ce sont les poissons et ce sont les fruits de mer. Donc dans les viandes, il y a les viandes rouges et les volailles et le gibier aussi. Hein. Donc ça, c'est les grandes sources de protéines animales, puis alors dans les grandes de graisses animales, mais qui sont aussi des sources de protéines animales, parce que dans le monde animal, en général, les deux vont de pair, avec évidemment des variations dans les proportions entre les graisses et les protéines, mais il faut, pour faire vos choix, tenir compte de certains autres paramètres métaboliques. Je vais y revenir. Et alors du côté végétal, pour recruter dans les graisses végétales, vous avez aussi, et c'est assez simple à retenir, 5 grands groupes. Vous avez les oléagineux, vous avez les graines, pas confondre, en anglais on dit
seeds. Par contre, le mot anglais grains correspond au mot français céréales. Hein. Ne mélangeons pas tout. Donc, les oléagineux, c'est-à-dire toutes les noix, les graines et les dérivés de l'olive et les dérivés de l'avocat. Ça en fait 4. Là, vous avez toute une gamme. Hein. Pour l'olive, vous avez la tapenade, vous avez évidemment les olives en tant que telles et l'huile d'olive. Pour l'avocat, vous avez l'huile d'avocat, vous avez les avocats, vous avez le guacamole. Mon nutritionniste m'a préparé un bon guacamole. Mon nutritionniste, qui est aussi mon cuistot, m'a préparé un bon guacamole pas plus tard que tout à l'heure. Donc, je vais m'en régaler après cette petite promenade. Et en 5e position, pour les graisses d'origine végétale, vous avez les huiles. Huile, toujours très important, la qualité. Hein. Huile de première pression, huile vierge, donc ça veut dire la même chose. Huile bio, huile d'origine sustainable en anglais, comment est-ce qu'on dit encore ça en français, durable. Et donc, oui, j'ai peut-être oublié, en parlant des huiles, c'est vrai que vous avez aussi des huiles qui sont un peu bizarres à mi-chemin, c'est l'huile de palme, mais bon, moi je ne conseille pas l'huile de palme, mais l'huile de coco qui est une huile végétale. Attention à la qualité, j'en ai parlé dans la capsule 2. Oula, Goliath déchaîné. Cette huile de coco est une huile saturée, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Okay, les graisses végétales, en général, sont systématiquement insaturées, monoinsaturées, avocat olive, polyinsaturées, pour beaucoup d'autres huiles de graines. Dans les huiles, beaucoup d'huiles venant des graines sont polyinsaturées, mais vous avez aussi dans les oléagineux des huiles à la fois monoinsaturées et polyinsaturées, dépendant de quelle noix vous parlez. L'huile de noix, justement, la noix de Grenoble, la vraie noix, contient des oméga 3 notamment, qui sont particulièrement recommandés. Puis vous avez les graines de chia qui contiennent des oméga 3, vous avez évidemment les graines de lin, etc., etc. Donc voilà, une panoplie de graisses, une large variété de graisses, parce que high fat low carb ne veut pas dire se ruer sur les graisses saturées, les viandes et les laitages. J'ai des patients qui font l'erreur, c'est flagrant. Donc c'est l'occasion pour moi ici, dans cette capsule, de rectifier le tir, parce que ça m'a l'air d'être effectivement une erreur assez répétitive. Et c'est le moment de vous dire aussi que tout ça devrait quand même être décliné d'une manière beaucoup plus individuelle, étant donné que il faut aussi tenir compte d'autres paramètres métaboliques. Il faut tenir compte des taux de cholestérol. Il faut tenir compte, idéalement, du profil d'acide gras, qui est un examen biologique vraiment fondamental pour la médecine fonctionnelle. Il faudra que j'en parle un peu plus un jour. Donc, les profils d'acide gras vont vous amener des indications très précises, très individualisées sur ces choix de graisse. Okay, donc, c'est quand même un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Il ne suffit pas de se bourrer de graisse. Il faut aller chercher les bonnes graisses qui s'adressent à vos besoins et ne pas surcharger en graisse qui pourrait éventuellement faire un excès. Bon, opération délicate, mise de la laisse, car vous allez voir, nous arrivons sur des prés où il y a des vaches. Et donc, danger. Parce que Goliath court après les vaches, mais les vaches ne l'entendent pas de cette oreille. Et alors, nous avons de magnifiques veaux. J'espère qu'on les verra à un moment donné dans le décor. Voilà, donc je crois que pour ce qui est du E3, c'est bien pour cette capsule-ci. Nous approfondirons par des questions-réponses. Je vous annonce déjà
un webinaire très important. J'espère que vous y assisterez nombreux. On vous laissera la possibilité de poser vos questions. C'est le vendredi 11 septembre. Aucune allusion délicate, mais bon, voilà. C'est le vendredi 11 septembre à 19h30. Et c'est David Comblin qui, comme d'habitude, organisera ce webinaire. Et donc, bon, ce qui se passe ici, une perte de stabilité de mon engin. Voilà. Et donc, ce webinaire va vous donner l'occasion de poser des questions individuelles. Et prenez donc note et de la date et de vos questions. Vous pouvez aussi les poser éventuellement via ma chaîne YouTube. En dessous des vidéos, vous avez aussi une option pour poser des questions et j'y réponds. E4. Bon, E4, pas de panique. Vous n'allez pas attraper la maladie d'Alzheimer du jour au lendemain. Il s'agit de l'éviter. Et je vous rappelle, le gène intervient que pour 30%. Donc je vais vous donner des conseils alimentaires qui vont vous préserver. Et ils peuvent être appliqués tôt dans la vie, même quand vous êtes à des décennies de ce risque. Ça ne vous fera pas tort et ça correspond à votre génotype. Donc c'est le carburant qui... mais il y a quand même un défaut de stabilité ici. Incident technique. Et donc ce E4, là c'est une autre chanson. Il faut beaucoup plus de hydrate de carbone, beaucoup moins de graisse. On ne tombe pas dans l'excès de la pyramide alimentaire. Hein. Oui, les vaches, je ne parle pas en l'air, hein. Elles sont là. Et donc, ces hydrates de carbone vont là constituer une partie plus importante de la diète, mais certainement pas constituer le socle d'une pseudo-pyramide alimentaire qui, je vous l'ai déjà dit dans d'autres occasions, ne correspond absolument à rien sur le plan scientifique. Mais voilà, un E4, c'est une alimentation plus végétarienne. Il faut beaucoup plus d'aliments d'origine végétale, donc c'est moins carné, c'est moins animal, c'est moins gras. Et surtout se méfier des aliments riches en cholestérol. Et là, la vraie plaie, ce sont les produits laitiers, qui sont très très vite susceptibles de surcharger les E4 en cholestérol. Parfois, quand je vois des prises de sang sans connaître l'ApoE et que je compare le taux de cholestérol à ce que le patient mange, si je vois quelqu'un avec beaucoup de cholestérol qui ne consomme pas tellement de graisses saturées, de viande grasse et de produits laitiers ou d'huile de coco, je subodore qu'il s'agit d'un E4 et je me trompe rarement. Donc ça a un rôle énorme, ces génotypes. C'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que c'est une piste très importante à suivre. Mais il faut tirer la sonnette d'alarme sur les produits laitiers en particulier, car ce sont eux qui font vraiment exploser les taux de cholestérol pour les E4. Je ne suis pas un obsédé du cholestérol pour les E3. Les E2, vous savez, les E2 en général ont peu de cholestérol, parfois trop peu. Les E2 sont méga protégés. Les E2, c'est le nirvana, les E2. Hein. C'est la longévité, c'est la neuroprotection et il n'y a pas de cholestérol. Mais les E4, le problème, c'est que non seulement ils ont tendance à accumuler le cholestérol, mais le cholestérol pour eux est plus dangereux, plus toxique, autant pour le système cardiovasculaire que pour le risque de neurodégénération. Donc, il faut faire attention. Donc, l'alimentation E4 est une alimentation assez pauvre en cholestérol, pas
pas zéro, pas dénué de cholestérol, de nouveau d'autres paramètres vont intervenir, y compris les problèmes de sensibilité alimentaire, voire d'intolérance au lactose, qui jouent aussi sur les choix, évidemment, des aliments. Hein, ça, c'est certain. Mais, je vais tenir comme ça parce que je vous dis, j'ai un problème de stabilité aujourd'hui. Je vais finir par... C'est dommage de gâcher toute cette belle vidéo. Je suis évertué à faire. Nous allons finir à la main. Et comme ça, je vous montrerai Goliath. Et donc, cette chasse au cholestérol chez le 4 va être agrémentée d'une véritable recherche, d'un enthousiasme délirant pour les poissons, les crustacés, les fruits de mer, dont on pense qu'ils sont riches en cholestérol. Oui, certains en contiennent incontestablement, mais d'autres contiennent surtout des stérols non cholestérol. Okay, et donc ces stérols non cholestérol entrent en compétition avec le cholestérol et finalement ces fruits de mer sont plutôt hypocholestérolémiants. Donc il n'y a aucun problème pour les E4. Donc tout ce qui vient de la mer, poissons gras, mais tous les poissons de façon générale, et fruits de mer sont très recommandés et vont remplacer donc les gros bataillons de produits laitiers et de viande grasse. C'est pas pour rire la côte ici. Hein. Et alors vous voyez les vaches étaient là en bas. Et voilà le fameux Goliath. Hein, voilà. Vous allez voir Goliath. Vous voyez Goliath. J'espère que vous l'avez bien vu. Bon, et toujours pour les E4, il faut énormément de légumes. Mais ça, je peux vous le dire pour les 3 génotypes, E3, E4, E2, mais particulièrement pour les E4, qui doivent manger plus végétal. Et puis très important pour eux, l'huile d'olive. Vraiment, vraiment favoriser l'huile d'olive. Et puis alors toute une série de conseils, je dirais, d'hygiène de vie. Beaucoup de sport. Pas d'alcool, peu d'alcool. Bon, pas d'alcool. Peu d'alcool. Pas de tabac. Bon là, pas de tabac, c'est pas de tabac. C'est pas peu de tabac, c'est pas de tabac. Vous m'aurez compris. Et puis, des activités cognitives, intellectuelles. Donc il faut faire bouger le corps, il faut faire bouger l'esprit. Tout ça, c'est de la bonne prévention. Et puis sur un plan plus médicalisé, on leur donne davantage d'oméga 3, davantage d'huile de poisson éventuellement s'ils ne consomment pas beaucoup de poisson. Donc on doit surveiller les profils d'acides gras et booster les oméga 3 de façon générale. Davantage de vitamine D et surveiller très fort le profil lipidique, donc le cholestérol, je dirais même les triglycérides, hein, qui sont des graisses qui viennent des sucres et de l'alcool et de la junk food en général, voire des féculents chez certains qui sont sensibles sur le plan des triglycérides. Et puis alors aussi surveiller la tension. Donc, ce sont des patients qui ne peuvent pas laisser une tension excessive s'installer. Tout ça augmente les risques. Et vous voyez qu'il y a toute une stratégie qui est en fait une stratégie de vie saine. Hein. Ce n'est rien de mauvais là-dedans. C'est quelque chose que tout le monde pourrait faire dans une certaine mesure, à part les choix alimentaires qui doivent être personnalisés, mais le reste, c'est bon pour les autres, mais c'est particulièrement important pour les E4 s'ils veulent faire une bonne prévention, et je dirais d'autant plus important évidemment quand on avance en âge.
Et puis, que vous dire encore sur les E4? N'oubliez pas donc la règle d'or pour les E4, c'est quand même d'aller plus vers des produits d'origine végétale et donc les légumineuses qui sont un groupe d'aliments intéressants qui contiennent des protéines et des hydrates de carbone et des fibres. Eh bien, les légumineuses conviennent particulièrement bien au E4, conviennent aussi au E3, mais sans excès. Les E4 peuvent franchement introduire des légumineuses dans beaucoup de repas par semaine. Donc ça, c'est vraiment très, très important à vous rappeler si vous êtes E4. Et puis alors, je finirai par les E2. Bon, ben là, c'est assez simple. Vous avez déjà subodoré par mon introduction de tout à l'heure. Les E2, on s'approche du régime cétogène. C'est pas un régime cétogène strict, parce que évidemment le régime cétogène est très difficile à maintenir à long terme et nous sommes à la recherche d'une diète définitive, une diète pour la vie, parce que c'est la diète qui vous convient. Et donc le 2 ne peut pas être cétogène à perpétuité, mais il sera proche du cétogène à tendance cétogène, avec une modulation importante, je trouve, en fonction de l'activité physique et sportive, que ce soit professionnelle ou de loisirs. Quand je dis professionnel, c'est les gens qui ont un travail très physique. Et puis alors, évidemment, les sportifs, et les sportifs y compris professionnels, tous ceux qui se dépensent beaucoup, il faut quand même remettre davantage de glucides, sinon on retombe dans les problèmes des E3 quand ils sont trop bas en glucides, c'est qu'il y a des coups de fatigue et des pulsions, soit pour des glucides, soit pour des sucres. Et donc il faut quand même moduler ces diètes pour les E2, pas tomber dans un excès de graisse, mais quand même, soyons clairs, un E2 qui prend une diète d'un E3 a trop d'hydrates de carbone et va avoir des problèmes intestinaux par ces excès d'hydrates de carbone. Et dès qu'on retire ces excès d'hydrates de carbone, de façon très flagrante, on règle les problèmes intestinaux. Donc vous voyez, il y a déjà certainement certains parmi vous qui vont améliorer leur état de santé, leur système digestif, rien qu'en respectant les grands principes que je viens de vous énoncer, E4, E3, E2. Bon, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je vous vois venir. Il y a évidemment 2 parents, et donc il y a toujours deux allèles. On appelle ça des allèles. Il y en a un du père et un de la mère. Bon, alors, si c'est 2, 3 comme moi, et c'est quand même assez courant, bon, on est sur les rails. Si c'est 2, 4, eh bien, ma foi, c'est ce que je vous ai dit avec les 4. Il faut vraiment s'y tenir, évidemment, parce que le risque d'Alzheimer est plus important quand il y a 2, 4 que quand il y en a un. Mais bon, c'est les mêmes principes qui s'appliquent et qui sont de nouveau très efficaces. Et puis, s'il y a 2, 2, ben là, on vogue vers le pré-cétogène, mais toujours avec des glucides si nécessaire. S'il y a beaucoup de dépenses physiques et peut-être des adaptations en fonction du jour, s'il y a eu des efforts conséquents, ben on met plus de glucides après et comme ça on a de très très bons résultats avec les E2, parce que les pauvres, les E2, si vous doutez bien, s'ils ne sont pas au courant de tout ça et qui croient bien faire pour perdre du poids, s'ils sont en surpoids, de virer les graisses parce que c'est la graisse qui les rend gros ou gras. Bon, bonjour les dégâts. Il y a beaucoup d'eux qui vont très mal parce qu'ils sont très très mal conseillés. Il y a quand même un problème qui nous reste à aborder, mais je crois que je vais botter en touche pour aujourd'hui. Ce sont les E4, E2 ou E2, E4 comme vous voulez, où il y a vraiment les 2 extrêmes ensemble. Pas facile, hein.
Oui, mais je n'ai peut-être pas été clair. Les E2, E3, vous traitez comme des E2 et les E4, E3, vous les traitez comme des E4. Mais les E2, E4 ou E4, E2, appelez-les comme vous voulez, compliqué. On y reviendra une autre fois, ou peut-être justement dans des questions plus individualisées lors du webinaire du 11 septembre. Bon, ben, ça ce sont les grandes lignes. N'oubliez pas qu'évidemment tout ça c'est pour vous amener dans la bonne direction, mais il y a quand même une nécessaire personnalisation après, parce que le génotype vous met sur les bons rails, mais alors après le problème de la personnalisation reste entier, et donc dans le meilleur des cas, il faut quand même faire des bilans métaboliques avec tous les marqueurs métaboliques classiques, ça c'est la médecine classique. N'oubliez pas l'hémoglobine glycosylée, et puis les profils d'acides gras qui sont extrêmement utiles pour personnaliser tout ça. Un statut d'acide gras, c'est très raisonnable point de vue coût. Beaucoup de médecins traitants commencent à les faire, donc ça c'est quelque chose que vous devriez pouvoir obtenir de votre médecin traitant et évidemment de votre médecin fonctionnel. Voilà. On va en rester là parce que cette vidéo qui devait ne pas être trop longue commence quand même un peu à s'allonger. On a eu quelques problèmes techniques. Ce n'est pas grave parce que ça me permet d'avoir la liberté des gestes pour vous donner un peu de Goliath final. Et s'il veut bien s'approcher de... Voilà. Regardez l'enthousiasme de ce Goliath-là qui n'en est qu'au début de sa promenade. Je vais vous dire, je n'ai pas fini la journée. Voilà, merci pour votre écoute et puis on se retrouvera pour une capsule génomique, Vive la génomique 4 dans une semaine. Rendez-vous donc tous les vendredis maintenant, 19h30, pour un live chat sur ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite de bien progresser, d'améliorer votre santé avec ces conseils. Et je vous remercie pour votre écoute et je pense pouvoir dire votre fidélité. Au revoir.